bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'être présents une fois de plus pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir celui que vous connaissez peut-être sous le surnom de Dr Zito. Dans cet épisode, nous allons parler brasserie, nous allons parler podcast, nous allons parler dégustation et nous allons évidemment parler zytologie. Mon invité a plusieurs casquettes dans le monde de la bière. Je vous demande d'accueillir chaleureusement monsieur Yves Dussard. Bonjour Yves. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Alors, quand je suis là pour parler de bière, ça va toujours. Oui, et d'un autre côté, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle ensemble, donc Exactement. je savais déjà un tout petit peu la réponse. Je suis content de te recevoir parce que ça fait certain temps qu'on s'est contacté déjà et on a enfin pu réaliser le podcast aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va déguster une bière en 75 centilitres. Alors, elle a voyagé un petit peu, cette bière-là. C'est une brasserie canadienne, même québécoise. Effectivement, quand j'ai vu l'étiquette, j'ai fait « Ouh, c'est une bière qui vient de l'Ouest. » Ouais, elle a un petit peu voyagé. Alors, par avion, par bateau, je n'en sais rien, mais elle a voyagé. Je te propose de l'ouvrir pour commencer directement. On va tout de suite commencer les bonnes choses, effectivement. Allez, je l'ouvre. Et hop là. On a déjà eu un fameux pchit. C'est le meilleur prix du monde, ça. Ah, ça annonce souvent les bonnes choses. Effectivement. Voilà le premier verre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on n'avait peut-être pas forcément entendu le son. J'ai essayé de le faire devant le micro, mais on ne l'entend pas toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà dire ? Peut-être le nom de la brasserie, parce que du coup, je ne l'ai pas encore signalé. Donc, c'est une bière de la brasserie Dunham, je ne sais pas exactement comment on le prononce là-bas. Je t'avoue que je ne sais pas plus non plus, mais... Et alors, le pire, ça va être le nom de la bière, parce que je ne sais pas non plus comment ça se prononce exactement, mais c'est la Funk Drop, je ne sais pas comment on le prononce. Peut-être que si vous le savez, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous pouvez peut-être le laisser en commentaire, en phonétique, comment on prononce le nom. Donc déjà c'est rare sur alors c'est une bouteille de 75 centilitres, donc c'est plus facile, mais c'est rare d'avoir un beau visuel comme ça sur une bouteille de bière. Souvent c'est entre guillemets un peu réservé aux canettes. Aux canettes, c'est vrai effectivement que sur les bouteilles c'est souvent plus traditionnel. Ouais. Alors ici c'est une saison, ce qu'ils appellent une grisette, élevée en foudre, et il y a une adjonction d'abricot. Donc je me réjouis de voir, je ne l'ai pas encore mise au nez, mais je me réjouis de voir si on retrouve l'abricot directement. Au nez on retrouve fort l'abricot, moi je trouve, mais c'est vrai que on sent un peu le petit côté, un peu comme ils disent, un petit peu le côté funky. On sent quand même fort le côté un peu brette, un peu sour. Ouais, c'est vrai. Alors pour vous la décrire, parce que ceux qui ne nous voient pas en vidéo, c'est la mousse est retombée quasi instantanément, donc on n'a plus du tout de mousse dans le verre. Un microfilm, mais vraiment rien du tout. Elle a une très belle couleur, je trouve. Très limpide, effectivement, mais ouais, c'est vrai que niveau mousse, moi en tout cas, je n'ai plus rien du tout. Oui. Maintenant, on voit quand même qu'il y a du pétillant, mais en mousse, il y a plus rien. Oui, c'est ça. Elle a des jolies petites fines bulles qui remontent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, une belle couleur jaune doré. Ouais, bien limpide, jaune un peu, ouais, jaune doré, ouais, vraiment. Alors, je dois reconnaître, on avait discuté avec mon invité de la sortir un petit peu avant pour qu'elle ne soit pas trop froide. J'ai complètement oublié.
Et donc, c'est vrai qu'on voit qu'elle est bien fraîche dans le verre. On voit qu'elle est froide, mais elle va se réchauffer tout doucement. On va la déguster doucement pour la laisser se réchauffer dans son verre. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve bien l'abricot au nez. C'est vrai que moi j'ai plus le petit côté funky que l'abricot, mais Ouais, je sens quand même une légère acidité que j'assimile en tout cas à l'abricot. Ouais. Est-ce que c'est parce que je le sens, enfin, est-ce que parce que je le sens vraiment, ou parce que je sais en ayant lu l'étiquette qu'il y a de l'abricot, ça c'est toujours. c'est ça. À l'aveugle, je ne sais pas si j'aurais ciblé directement l'abricot, mais chouette nez quand même. Très chouette nez, mais comme tu dis, je suis pas sûr qu'à l'aveugle j'aurais découvert l'abricot non plus. Ça, c'est encore un autre exercice qui est encore plus difficile. Donc, c'est vrai, mais chouette à faire par contre du coup. Effectivement, ça c'est. On la goûte On la goûte. Allez, santé à vous. Santé. Alors, moi, la première chose qui me saute à la bouche, du coup, c'est la pétillance. Ouais, c'est très pétillant. Elle est très très pétillante. D'ailleurs, je l'ai dit quand je l'ai ouverte, on a entendu, j'ai entendu, en tout cas, je sais pas si vous l'avez ressenti, si vous l'avez entendu au micro, mais je l'ai entendu assez fort, le fameux pchit là. Ici, c'est vraiment ce qui me vient en premier. Et maintenant qu'on a avalé, enfin que j'ai avalé, je vais parler pour moi, tu vas me donner ton avis. Mais le côté un peu fruité revient vraiment en fait de bouche pour moi. Effectivement, une fois qu'on a avalé, on a l'acidité et puis très fort, on a le côté sucré du fruit qui revient. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, je vais dire comme ça, et on sent très fort. Et ici, même après une minute après avoir avalé, on a encore le côté très très sucré, très fruité. Oui, c'est ça. On sent un fruit gorgé de soleil, quoi. Donc là, on retrouverait peut-être plus l'abricot, effectivement. Ouais. Ce qui est quand même pas ce qu'on retrouve d'habitude dans une saison. Donc du coup, c'est quand même, je suppose, clairement amené par l'abricot, en tout cas par le fruit. C'est vrai que normalement une saison, on doit plutôt retrouver le côté sec derrière et justement pas ce côté gourmand. Donc exactement. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire, toi, quand tu fais une dégustation, alors pour toi ou même avec des autres personnes, quelles sont tes étapes de dégustation? Donc, ici, on la regarde d'abord. Dis-moi un peu. Je vais pas répondre à ta place, mais dis-moi un peu comment toi tu. J'essaye toujours de respecter les critères des critères de dégustation de manière générale. Donc maintenant, c'est sûr que des fois on brûle un peu des étapes, mais donc déjà, écoutez le p'tch quand on ouvre, parce que ça fait justement déjà, on se dit tiens, elle pétille toujours, donc elle est bonne. Puis alors on regarde évidemment, on sent. Maintenant c'est vrai que moi des fois, je vais plus vite l'amener vers mon nez et puis regarder que de regarder avant de l'amener. Oui. Voilà, ça dépend un peu. Et puis alors j'essaie de d'abord bien sentir. Je vais dire humer 2-3 fois, mais c'est pas humer puisque c'est avec le nez, mais on sort 2-3 fois. À chaque fois, on retirant bien le verre après pour relibérer tous les arômes. Et puis alors je goûte. Et souvent, alors, je ressens et je regoute après quelques minutes quand elle s'est un peu libérée dans le verre aussi. C'est ça, oui. Mais pour reprendre ce que tu dis, on va pas vous cacher, on a dégusté déjà une bière avant pour faire plus ample connaissance. Et c'est vrai que quand on a ouvert la bouteille, je pense qu'on peut dire ce qu'on a bu avant. Hein, donc on a bu une bouteille de la brasserie Boone. C'est la millésime. La millésime Scarbeck Creek, donc avec les cerises de Scarbeck. 2020. Et c'est vraiment à ça que je pense quand tu l'expliques. C'est que quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai vraiment eu le côté fruit cerise qui m'est venu au nez. Et puis c'est vrai que ça s'est un petit peu atténué dans le temps. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis de d'abord sentir et puis de pouvoir après regarder et laisser un second nez arriver. Donc c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment faire ça. D'abord sortir en et premier. Comme tu le dis avec la crique qu'on a bu juste avant, c'est vrai que même rien que les verres sur la table, on sentait très fort le côté cerise. Donc c'était vraiment, on était à 30-40 cm peut-être de notre verre. Et on sentait vraiment le fruit, donc c'était vraiment impressionnant. Ah oui, c'était une bonne dégustation du coup, pas enregistrée, mais très bonne quand même. Mais très agréable quand même.
On n'a pas parlé du taux d'alcool dans cette bière-ci, donc 5,5. Je ne sais pas si c'est dû du coup à la température de dégustation, mais elle paraît alors fraîche et dans la température, mais fraîche aussi en bouche. Peut-être dû avec cette pétillance assez importante. C'est quelque chose que je pourrais très bien boire en terrasse en été. Alors, on n'est plus du tout en été, mais mais ça pourrait se boire en été, je trouve. Ça pourrait tout à fait se boire en été. Voilà. Maintenant, normalement, une bière saison, je ne vais pas te la prendre, hein, mais effectivement, une bière saison, ça se boit plus l'été, je vais dire, en tout cas en saison estivale. Maintenant, ici, le petit côté, c'est vrai que très funky. Est-ce qu'ils mettent des brettes dedans? Je ne sais pas exactement. Après, il y a le passage en foudre. Donc, voilà, le passage en foudre. Donc, il y a sans doute comme des brettes qui arrivent dedans. Oui. Et le côté un peu sour, sûr, comme ça, fait que, côté acide, fait aussi que c'est très frais. Donc, même, je veux dire, même après un repas en plein hiver, le côté sûr, comme ça, ferait que c'est parfait pour la digestion. Selon moi, en tout cas, ou pour ouvrir l'appétit avant. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, ça pourrait fonctionner dans les deux cas. Tu l'as évoqué, je crois, turbidité. Qu'est-ce qu'on dit, moyen. C'est le froid sur la condensation sur le verre nous impacte un petit peu. Ouais, effectivement, elle est bien limpide, mais il y a un petit côté trouble quand même. Un petit voile, oui. Après, je remarque, il me semble que la tienne est un chouïa. T'as eu le début de la bouteille. Regarde, Oui, la mienne est un petit peu plus limpide, effectivement. Alors, la tienne. Je sais pas si on le verra forcément à la caméra. Alors, je regarde les deux écrans en même temps. Déjà avec le gros trace de lumière, la tienne paraît beaucoup plus jaune que la mienne paraît orangée. Mais oui, il me semble que le début de la bouteille était un peu moins chargé en particules. Quand même une belle longueur en bouche, je trouve, hein, parce que après l'avoir avalé d'une minute, on a toujours un petit peu on a toujours ce côté très fruité, très gourmand. Ouais. Donc, franchement, une très belle découverte, vraiment. Ouais, assez chouette. Alors pour reparler de la brasserie de Nam, j'avais eu la chance de déguster un jour une bière de chez eux. Alors malheureusement, j'avais eu une très petite quantité parce qu'on avait partagé toute la bouteille en plein de verres différents. J'avais goûté l'assemblage numéro 6. C'est une des plus belles découvertes, je pense, au moment de la formation. C'est pas très facile à avoir ces bières. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à l'avoir facilement cette brasserie-là, les bières de cette brasserie-là. Mais en tout cas, je gardais un souvenir de cette brasserie à cause de cette bouteille qu'on avait partagée. Donc, je suppose qu'il faut plein de bons produits. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'en boire à d'autres. Non, je t'avoue que je connais de nom, voilà, mais je peux demander même si c'est pas la première fois que je déguste une bière de cette brasserie. D'accord, ok. Après, c'est vrai que ça reste de l'autre côté de l'océan, donc c'est moins facile. C'est moins facile à avoir. Ouais. Et comme on dit toujours, on devrait tenir un carnet de dégustation, mais je ne sais pas toi, mais en tout cas, je ne le fais pas spécialement parce que. Alors, je l'ai fait tout autant. Ce qu'il y a, c'est que, alors, les gens qui font de la dégustation vont peut-être se retrouver dans ce que je vais dire, mais parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, je trouve qu'en notant comme ça et en prenant la peine de décrire la bière, on perd un peu l'aspect convivial et l'aspect plaisir de la bière parce que justement on fait attention à tout, comme on le fait un peu ici. C'est vrai qu'on prend du plaisir, mais je sais que quand je suis isolé avec mon petit bec et ma petite feuille, parfois je perds un petit peu ce côté plaisir. Et puis souvent, je sais pas ce que tu en penses, mais la bière c'est quand même un breuvage partage, et donc c'est où on fait ça tout seul chez soi, mais moi de moins en moins je prends la peine de boire tout seul, et quand on est ne serait-ce qu'avec une personne en face de soi, on ne prend pas la peine de sortir son bec voilà, et de commencer à noter, parce que c'est vrai, ça prend vite du temps, et comme tu dis, alors on perd le côté très convivial justement du partage de la bière. Donc moi je préfère plutôt me dire que j'en déguste, ou alors s'il y a vraiment une bière exceptionnelle, je vais peut-être essayer d'en acheter plusieurs, et puis alors je vais
en boire une, et puis 2 ans après, je vais peut-être la regoûter. D'accord. Maintenant, il y a des bières qui ne se vieillissent pas 2 ans en bouteille ou en canette, hein, mais quand c'est des bières de garde ou des bières qu'on peut garder, bah alors. Et alors souvent, tu remarques aussi que tes goûts changent. Oui. Et donc en fait, il y en a peut-être une que tu vas adorer, et puis tu vas la reboire 6 mois, 1 an, 2 ans après, et en fait, tu vas dire, ah ben, pourquoi est-ce que j'ai aimé ça, moi en fait. Donc c'est vrai que en tenant un carnet de notes, bah oui, on peut aller revoir. Mais moi, il y a des bières que j'ai des très bons souvenirs, et puis que j'ai revu après, je fais, bah, Pas tant que ça. pourquoi est-ce que j'avais noté que c'était bon, ça? Parce que On ne les citera pas. Hein. voilà, non, c'est ça. Et quand je dis pas bon, c'est pas bon à mon goût, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Oui, ben oui. On sait reconnaître une bière bien faite d'une bière mal faite. Il y a quand même de moins en moins de bières mal faites sur le marché, je trouve, même s'il y en a eu, mais voilà, comme je dis, on ne cite pas, mais voilà, il y a des bières qui sont bien faites, mais qui ne sont pas à mon goût pour la cause. Exactement. Et en parlant de bière bien faite, je voudrais parler quelques secondes du Brussels Beer Challenge parce que on a eu les résultats il y a pas très très longtemps. Alors je sais pas quand ils sont sortis exactement. Ben je voudrais juste citer trois bières. Donc la meilleure bière de la compétition. Alors cette année, c'est une brasserie italienne qui a remporté le titre. Alors Mezzo Passo, je ne sais pas si je prononce bien le nom de la brasserie, qui a fait la Millican Extra, qui titre à 6,4 je pense. Et c'est une Strong Amber, enfin en tout cas elle est classifiée dans cette catégorie-là. On a en Belgique donc la meilleure bière de la compétition, mais belge. C'est une brasserie que vous connaissez probablement, la brasserie Surréaliste, qui a fait la Dance Rave Dance. De nouveau, je ne sais pas s'il la prononce comme ça, mais moi c'est comme ça que je le dis. C'est une Session IPA à 4,5%. Et alors pour nos amis français qui nous écoutent, je sais qu'ils sont quelques-uns. La meilleure bière française de la compétition, c'est une Reiseski. Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire un jeu de mots du coup avec le nom de la bière, mais c'est la brasserie Pleine Lune. Et alors, elle est dans la catégorie smoke beer et elle est à 4,4 si je ne me trompe pas. Donc voilà, comme ça vous avez, si vous n'avez pas été voir les résultats, vous avez un petit peu l'actualité aujourd'hui. Je vous invite simplement à aller jeter un coup d'œil si vous avez le temps. Et évidemment, il n'y a pas que ces pays-là, il n'y a pas que la Belgique et la France qui sont représentés et qui sont primés surtout. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Je trouve qu'on remarque très fort cette année, je me permets de plaisir. couper entre guillemets, que il y a pas mal de bières étrangères qui ont été primées au Brussels Beer Challenge. Donc là, on voit bien que, parce qu'il y a quand même certains concours, des fois, qui ne sont, à mon goût, en tout cas qui sont plus médiatiques qu'autre chose, et donc qui ne reflètent pas spécialement la qualité de la bière. Maintenant, le Brussels Beer Challenge reflète vraiment, ça pour moi, la qualité. Et là, on voit que Bruxelles étant la capitale belge, capitale de l'Europe, qui est fort réputée en bière, on voit qu'il y a beaucoup de bières étrangères, même chinoises, etc., qui se sont inscrites au concours. Oui. Et donc, il y a quand même pas mal de bières italiennes et chinoises qui ont été primées aussi cette année, et pas que des bières belges, quoi. Donc, Oui. J'ai regardé un petit peu les résultats en Belgique. Alors, j'ai regardé en gros les médailles d'or, donc je n'ai pas été beaucoup plus loin. Dans les médailles d'or, je trouve qu'on retrouvait quand même pas mal de bières entre guillemets de grande consommation. Maintenant, c'est vrai que ça laisse la place à d'autres brasseries. Du coup, on le voit bien avec Surréaliste, qui a une bière primée. Ça permet de pouvoir, s'exposer parce que Brussels Beer Challenge, c'est quand même concours international, donc ça permet de briller à l'international. Mais voilà, j'ai été un peu surpris de voir des bières de plus grande consommation, alors de plus grande brasserie peut-être, primée ici cette année. effectivement. Maintenant, moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est que justement, il y avait, oui, des bières de plus grosse consommation, de plus grandes brasseries que des micro-brasseries de la région ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu très peu de bières de gros groupes industriels, je veux dire comme ça, alors que oui. dans certains autres concours ou même d'autres années,
Et je ne déplore pas du tout la qualité ici, mais on voyait beaucoup de bières de chez AB InBev, des choses comme ça qui étaient primées, Oui. parce que eux justement avaient la puissance de pouvoir inscrire toutes leurs bières. C'est ça, Et oui. c'est quand même des concours, il faut le dire, qui des fois coûtent très cher pour s'inscrire. Et donc en fait, certaines petites brasseries n'arrivent pas à s'inscrire à ce genre de concours ou n'en font que un tous les 2 ans, Oui. tandis que des gros groupes industriels inscrivent toutes leurs bières chaque année. Et donc c'est vrai que des fois, dans certains concours, ils sont plus primés. Je ne parle pas de la qualité ici, mais ils sont plus primés simplement parce qu'ils ont inscrit toutes leurs bières chaque année. Et donc évidemment, à l'aveugle... Plus primé parce que plus représenté. C'est ça, plus primé par eux. Donc ça, il faut bien faire attention à quel concours et dans quelle catégorie, etc. Et donc c'est vrai que des fois, il faut pas juste se fier à la médaille, mais il faut regarder un petit peu, comme dans les vins, on disait à l'époque, il faut regarder de quel concours ça vient, de quelle année, et voir ce qu'il y avait comme autre bière en compétition. Ouais, exactement. Je te propose de passer, alors là on va te laisser parler toi, je te propose de passer à l'interview si tu n'avais, et je lance le petit jingle, on se retrouve juste après. Alors Yves, je sais que tu as déjà écouté un podcast ou deux, donc je sais que tu as déjà dû normalement entendre les questions communes à chaque invité. Je vais commencer par la première. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait ? Eh ben écoute, ça va peut-être surprendre, mais ce n'est pas une bière belge, et c'est quand on me demande, quand je fais des formations ou autre, quand on me demande, c'est toujours la bière que je dis en premier, c'est la Trappe quadruple. Elle est trappiste, c'est pas un gage de qualité, on le sait bien, on en parlera peut-être après. Mais la Trappe quadruple est vraiment la bière qui m'apporte tout ce que j'attends dans une bière. Donc elle m'apporte la complexité, elle m'apporte le corps, elle m'apporte le côté fruité. Moi je retrouve très fort la pomme verte dedans, des choses comme ça. La bière ambrée, j'aime déjà énormément, et donc voilà, c'est vraiment la bière. Maintenant, c'est sûr que je vais pas boire une Trappe quadruple en plein soleil l'été, mais c'est la bière qui me fait le plus plaisir parce que elle a tout ce que j'attends d'une bière. Elle est pas trop forte, même si elle est quand même à 9-10%, donc c'est quand même costaud, mais on n'est pas non plus sur des 12-13% comme une bûche. Mais elle m'apporte tout ce que j'attends dans une bière. Oui. Et toi, tu retrouves, j'ai écouté ce que tu disais, pardon, tu retrouves fort la pomme dedans. Moi, je retrouve très fort la pomme verte, ouais. Moi, quand j'ouvre une trappe quadruple, j'ai l'impression de boire de la banane. Il y a la banane aussi, j'allais le dire, mais cette petite première un peu, je vais pas dire acidité côté fruité, moi je retrouve très fort la pomme verte, qui est considérée comme un défaut dans la bière. Mais moi, j'arrive pas à considérer ça comme un défaut, parce que c'est un goût que j'aime bien. D'accord, ok. Donc même des bières qui goûtent très fort, on va dire, c'est un défaut. Mais moi, je le prends pour... Maintenant, évidemment, si c'est pas du tout recherché, à côté fruité et qu'on a ça, effectivement, c'est bizarre. Oui. Dans une bière brune, de la pomme verte, j'aimerais peut-être pas, parce que c'est pas du tout ce qui est recherché, c'est plutôt le côté torréfié, mais côté pomme verte, dans ce genre de bière un peu fruitée, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie très fort, mais on a les esters de banane, évidemment, qui restent très fort présents. Hein. Ouais. Amené par la levure, ces esters-là. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait ? La mienne. Non, mais évidemment, c'est sûr que c'est un rêve que j'ai déjà pu un petit peu avoir, mais avoir ma propre brasserie, ça serait vraiment mon rêve. Voilà, je veux dire ça comme ça. Ça reviendra peut-être un jour pour pas. C'est vrai que maintenant, on voit quand même beaucoup de bières qu'on fait à façon. Oui. Donc et quand on voit maintenant le prix du matériel des installations, c'est quand même très cher, donc peut-être pas, mais avoir ma propre gamme ou pouvoir aller collaborer avec d'autres brasseries, ça serait un peu mon rêve. Maintenant, si je devais travailler dans une brasserie existante, je pense que j'irais vers quelque chose d'un peu plus funky, un peu plus qui fait des bières éphémères, des bières. C'est ça. Voilà, un petit peu plus. Le côté traditionnel d'une brasserie à planter, mais aussi qui peut un peu s'ouvrir aux nouvelles découvertes et aux nouvelles modes qu'il y a dans la bière. Ouais. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait ? La Belgique, parce que je suis quand même chauvin à ce niveau-là et on reste quand même si pour l'instant je suis fort bière étrangère et je bois rarement belge, je veux dire comme ça, mais la Belgique reste quand même le gage de qualité. Hier, j'ai eu l'occasion de déguster une Brigand blonde au fût. Oui. Et là, on se dit quand même,
on a beau boire toutes les NEIPA, toutes les IPA, tout ce qu'on trouve partout ailleurs dans le monde, quand on déguste une bière traditionnelle belge comme ça, on se dit quand même, il y a quand même un savoir-faire qu'on n'a pas ailleurs. Ouais. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? Alors cette question-là, elle divise un peu parce que chacun a son avis. Ça me fait plaisir de la poser cette question-là. Donc, c'est une question piège, effectivement. Piège, je ne sais pas, mais chacun a son avis en tout cas. Évidemment, je n'irai pas vers ma bière préférée du coup parce que c'est un peu trop fort, un peu trop complexe dans un premier temps. Et donc du coup, c'est quoi Mais je pense que si je devais faire déguster qu'une bière, j'irais plus vers une lager un peu houblonnée, quelque chose où on a le côté très céréal, où on a le côté houblon, et justement après peut-être voir avec cette personne-là si elle préfère le côté céréal pour me rediriger vers une ambrée ou un côté plus traditionnel, ou si elle préfère le côté houblon, oui. Et aller me rediriger alors vers les nouvelles modes qu'on voit maintenant. D'accord. Et ta bière préférée alors du coup tu veux bien Et ma bière préférée donc c'est la trappe quadruple. C'est celle-là que tu as dit. On a parlé juste avant. Ouais. Si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait? Dans mon salon. Dans mon salon bien posé, avec mon verre de dégustation, et voilà. Tranquille. Tranquille, voilà. Ok, eh ben écoute, tu as relevé le défi de cette interview-là. On se retrouve juste après le jingle. Alors on arrive dans la discussion autour de l'invité. Alors la première question me permet déjà de te souhaiter un bon anniversaire parce que merci beaucoup. Il y a 2 jours, je pense que tu viens de le fêter. Effectivement, il y a donc 2 jours ici avant l'enregistrement, j'ai fêté mes 35 ans. Donc, voilà. Donc c'est un cap à passer. Je voulais te demander si on pouvait dire ton âge et de quelle région tu proviens. Du coup, tu as déjà dit ton âge et est-ce qu'on peut dire de quelle région tu viens? Bien sûr, donc je viens de la région de Warem, donc la capitale de l'ASB comme on dit, en région liégeoise, province de Liège, entre Liège et Bruxelles, ouais. Sur l'autoroute, voilà, là-bas, c'est petite village, ça dépend comment on le voit, mais voilà, c'est la pleine campagne, et je suis très bien là-bas. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire au tout début, qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde de la bière? Eh ben écoute, c'est assez bizarre parce qu'en fait j'ai commencé à aimer la bière assez tard justement. Donc, allez, je vais dire à 17-18 ans, quand on commence un peu à faire des découvertes, je buvais pas spécialement une bière parce que je trouvais ça trop amer, j'aimais pas. Et puis c'est vraiment vers 22-23 ans que j'ai commencé en fait à aimer la bière. À ce moment-là, donc je travaillais pour un supermarché et je faisais des dégustations vin parce qu'un peu comme tout adulte qui se découvre, on se dit, voilà, à Timble, c'est le vin, donc on va aller faire des formations vin pour découvrir le vin. Et puis en fait, je me suis rendu compte que, oui, je prenais plaisir avec un verre de vin, mais que c'est pas ce qui m'excitait le plus. Et que chaque fois que je buvais après une bière dans un salon, ou je buvais une bière spéciale avec des amis, je me dis, en fait, moi, c'est ça mon truc, c'est ça que j'aime. Et donc j'ai commencé petit à petit à me spécialiser là-dedans et à regarder et à découvrir. Et donc quand je voyais une bière que je connaissais pas dans un magasin, je l'achetais. Je lisais un peu sur la brasserie, voilà, et je commençais à me documenter. Et puis voilà, de fur et à mesure, et de bière en bière, je veux dire comme ça, je suis passé à que ça soit devenu une vraie passion, quoi. Oui. Donc t'as commencé plus tard, ça fait encore un point commun entre nous. Je le dirai plus tard, mais moi aussi je suis arrivé très très tard à la bière. En 2017 et 2018, tu as suivi la formation en zytologie à l'IFA PME, que les auditeurs ont déjà entendu 1000 fois, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Et c'est la formation que tu as suivie aussi. C'est exactement ça, oui. Est-ce que pour toi ça a été une bonne expérience et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette formation? Mais moi, j'ai vraiment apprécié cette formation-là, justement, parce que, et c'est aussi pour ça que je l'avais choisie, parce qu'elle était certifiée par l'Association des brasseurs belges, donc on avait quand même un diplôme qui n'était pas, qui était quand même certifié par un organisme reconnu dans la bière et pas juste, entre guillemets, un bête diplôme, même si maintenant on a aussi d'autres certifications possibles. Et alors moi, j'ai beaucoup appris sur tout le côté technique. Je connaissais déjà un petit peu, mais évidemment, je connais comme tout le monde quand j'allais visiter une brasserie et qu'on se renseignait un petit peu, mais je connaissais pas vraiment tout l'aspect technique, tout ça je connaissais pas, et donc j'ai vraiment appris ce côté-là très fort pour la formation,
Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai aussi appris pas mal en beer pairing, mais à mon goût, en tout cas, ça, je ne suis pas encore assez fort. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors, on a la chance, pour vous expliquer un petit peu, je sais pas si toi tu as eu le même nombre de cours là-dessus, parce que pour vous expliquer, je ne sais pas si c'était la formation avant moi ou si c'était 2 fois. Je pense que c'était 2 fois avant. Je sais plus à quelle année tu as fait ta formation. Toi, c'est 2017-2018. Moi, j'ai commencé en septembre 2017 Non, j'ai commencé en janvier 2017 jusque alors le mois de juin 2018. Non, mais alors, je pense que j'étais juste après toi, parce que je crois que j'ai commencé en septembre 2018. C'est ça. Jusqu'en 2020, parce qu'on a eu des problèmes avec le Covid et tout ça. Ah ouais, donc ça s'est un peu décalé, mais je crois que c'était ça, je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, je ne sais plus pourquoi je suis venu en parler de ça, mais je pense que si je ne dis pas de bêtises, la zytologie c'est pas ton activité principale. Là, Non, c'est pas mon activité principale. Non. Je pense que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des similitudes dans nos parcours. Donc on a fait la zytologie, mais on n'a pas fait tous les deux la microbrasserie. Tu en as parlé un petit peu avec la brasserie, du coup, tu aimerais avoir la tienne, mais est-ce que c'est quelque chose qui te tente de suivre ces cours de microbrasserie? Alors j'ai toujours voulu le faire et je me suis encore renseigné cette année, en début d'année scolaire, je me suis encore renseigné pour le faire. Et puis je me rends compte que avec la vie de tous les jours, avec mon métier aussi, où je dois parfois me lever tôt, resuivre deux soirs de cours par semaine, ça me paraît compliqué. Alors, j'aimerais bien, parce que je pense que ça peut apprendre beaucoup. J'ai entendu des moins bons échos où on me disait que la deuxième année, c'était plus de la gestion d'entreprise que vraiment de la microbrasserie. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Je ne me suis pas renseigné jusque-là. Maintenant, moi, tout ce qui est gestion d'entreprise, je l'ai déjà sur le côté avec d'anciens diplômes, d'anciennes certifications. Donc, ça ne m'intéresse pas, je veux dire, ce côté-là. Donc, je me dis, si c'est refaire 2 fois semaine des cours pour quelque chose que je sais déjà ou que j'ai déjà, Et comme le diplôme n'est pas obligatoire en Belgique, j'hésite, voilà. Et donc pour l'instant, j'ai pas encore passé le cap. Est-ce que je le ferai un jour ou pas? Mais plus j'attends, et plus c'est dur de retourner sur les bancs de l'école. Hein, Mais à quoi que, alors, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que tu dis. Je n'ai pas vu en microbrasserie, mais en zytologie, en tout cas, nous, on avait des personnes qui étaient pensionnées ou qui se réorientaient professionnellement. Et donc, c'est vrai qu'on avait des personnes de passé 60 ans avec nous. Je ne sais pas, du coup, en microbrasserie, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont suivi cette formation-là, peut-être qu'ils pourront plus nous aiguiller, mais peut-être que il y a des courageux qui, à 50 ou 60 ans, vont se remettre sur les bancs d'école. Mais c'est vrai qu'avec le travail, en plus je pense que tu commences tôt par rapport à ton travail, aller se remettre en soirée sur les bancs d'école, c'est un peu rock'n'roll. Voilà, c'est ça, parce que je pense que les cours durent quand même jusqu'à 22h ou 22h30 et il y a plusieurs jours de la semaine où je me lève, il est 3h30 du matin. Donc oui, à 35 ans, dormir 4 heures, ça ne suffit plus. C'est un peu limite, oui. On l'a déjà fait. Hein, mais... Oui. Et pire que ça, mais on était plus jeunes. On était plus frais, quoi. On était plus jeunes et ça allait à ce moment-là, mais je ne le ferai plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'aventure SB1 et de la brasserie des Plaines Meuses? Ça a commencé quand et ça en est où maintenant? Est-ce que tu peux nous dire? Donc en fait, donc j'ai eu l'occasion de créer ma brasserie, je vais dire ça comme ça. Et donc en fait, on a commencé comme beaucoup font, on a commencé avec un ami et on a créé notre bière dans mon garage chez moi. Donc c'était mon projet, je vais dire comme ça. Et puis lui il m'a rejoint dans l'aventure. Et alors voilà, de fil en aiguille, on a créé une bière. On a été assez vite pour trouver notre recette définitive. Donc ça, on n'a pas dû faire beaucoup d'essais. Donc ça, c'est très bien. On a vite trouvé quelque chose qui nous plaisait. Et puis on s'est amusé à la perfectionner. Puis quand elle nous semblait prête, on a été la faire brasser dans une brasserie à Benezet, donc chez Sainte-Nitouche, brasserie de Lacroix, donc chez Vincent Lacroix. Et en fait là, donc on a trouvé un partenariat. La plupart du temps, on allait brasser avec lui parce qu'on voulait, même si on n'avait pas notre matériel, on voulait toucher le produit, je veux dire comme ça, et être en contact. On ne voulait pas juste la faire brasser, aller rechercher nos bouteilles, et c'était bien comme ça. On va pas se mentir, on n'y allait pas chaque fois non plus parce que on avait
aussi notre activité, donc on ne savait pas tout le temps y aller et prendre un jour de congé tous les mois pour les brasser, c'était pas possible non plus. Quelques mois après, on a eu l'occasion en fait de racheter notre propre brasserie. Donc en fait, j'ai vu sur un groupe brassicole, Broulalouse, tu connais sans doute, et j'ai vu en fait que il y avait une brasserie et un fonds de commerce à vendre. Donc je me suis un peu renseigné. On est allé un petit peu comme des cow-boys en disant voilà, nous on est passionnés, on a déjà notre marque de bière, on veut avoir notre matériel, on veut brasser. Tout ce qui nous manque, c'est l'argent. Mais on va le trouver. Oui. Et en fait, les personnes qui nous ont reçus ont vraiment à première vue apprécié notre discours. Ils nous ont fait confiance, ils ont attendu malgré qu'ils ont eu d'autres offres. Et alors on a réussi à racheter cette brasserie-là, je vais dire ça comme ça. L'aventure a fort bien démarré, le Covid est passé par là, mais on a bien réagi en faisant des livraisons à domicile pour se faire connaître, des choses comme ça. Et puis nos routes se sont séparées, je vais dire comme ça, avec mon associé, parce qu'on n'était plus d'accord, on n'avait plus les mêmes objectifs. Oui. Je vais juste ici parler pour moi, j'avais plus le côté passion qui devait primer. Donc je vais dire, moi je voulais pas faire de l'argent à tout prix. Oui. Maintenant ici je ne parle pas de lui et je ne le juge pas, mais moi c'était vraiment le côté passion qui voulait primer. Maintenant c'est sûr que le but était d'en vivre et que mon but était quand même au final de faire de l'argent parce que je voulais en vivre. Mais je voulais pas en vivre dans les 2 ans spécialement. Si ça prenait 10 ans, ça prenait 10 ans. Ouais. Mais voilà. Et donc on s'est séparés. Ça a été assez difficile pour lui comme pour moi à mon avis parce que voilà, les choses n'ont pas bien été faites et donc voilà. Okay. Le nom Pleine Meuse et SB1 m'appartiennent toujours parce que c'était mon projet, donc j'avais le brevet de ces noms-là. Oui. Donc lui a changé de nom, il a déménagé et c'est très bien comme ça. On ne se parle plus et voilà. Ouais. Et tu espères un jour relancer ça alors peut-être. Et j'espère, voilà, peut-être pas tout à fait relancer ces noms-là ou comme ça ou avec les mêmes recettes, mais j'espère pouvoir relancer un jour mon produit. Oui. Mon épouse est fan de bière aussi, donc on en a déjà parlé avant. Ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est une bonne chose. À mon avis, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Voilà, maintenant on a d'abord des projets de famille, donc on veut y aller cool. D'abord se poser, avoir notre petite famille, et puis on relancera peut-être quelque chose ensemble, mais on verra. Ouais. À son rythme. À son rythme, on verra bien où la bière nous mène, on va dire ça comme ça. C'est le principal. Dans le cadre de ton activité de zytologue, tu animes également des dégustations pour la Colruyt Group Academy, si je dis bien. Bien ça, ouais. Ouais. Tu peux nous parler de cette aventure? Oui, en fait, donc ça a commencé aussi assez bizarrement, on va dire comme ça. C'est donc que j'ai travaillé 8 ans pour Colruyt. Oui. C'est là aussi que j'avais fait des dégustations de vin. Oui. Et en fait, Colruyt Group Academy, donc c'est tous des workshops sur plein de sujets. Donc il y a des dégustations de spiritueux, des dégustations de vin, des cours de cuisine, des cours, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et aussi des cours de bière. Et en fait, j'étais en train de suivre une dégustation de vin, je pense, avec mon beau-père et des amis. Et puis alors, j'ai la formatrice et l'accompagnatrice du centre qui vient me trouver en me disant « Tiens, je sais que tu aimes bien la bière et que tu as aussi ton diplôme, etc. Est-ce que ça pourrait te tenter de donner les formations ? Parce qu'on cherche quelqu'un en bière et donc, voilà, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça te tente. » Je lui dis, écoute, oui, moi je veux bien, mais je suis pas indépendant, donc mais ça tracasse pas, ça on a des trucs et on ne facture pas spécialement, on peut faire différentes rémunérations, on peut s'arranger si ça t'intéresse. Ouais. Je dis, écoute, oui. Et donc en fait j'ai eu un entretien après alors à la centrale Colruyt avec le directeur Colruyt Group Academy, oui. Et qui m'a tout de suite choisi. Et donc voilà, on peut choisir le centre où on va. Donc moi j'ai dit aller donner cours en irlandais, je suis pas capable, donc ça je veux pas. Aller donner cours à l'Académie de Mons, c'est trop loin pour moi. C'est ça. Avec mon activité, donc ça j'y vais pas. Mais donc pour Jambes et Liège, je suis entre guillemets le référent bière et donc dès qu'il y a une formation bière, c'est moi qui la donne. Ok. Et on peut trouver facilement les renseignements pour ce genre de formation, je suppose, sur leur site internet. Voilà, donc sur le site internet Colruyt Group Academy, alors c'est trié par académie ou par domaine d'activité. Et alors on s'est trouvé, on a les heures, on réserve, on paye en ligne. Oui. Et donc moi, ça c'est le côté que j'aime bien aussi, c'est que je donne la formation, mais je n'ai pas énormément de travail en amont parce que j'ai pas spécialement le temps de gérer des réservations, oui, c'est ça. D'aller acheter des bières, des choses comme ça. Donc en fait, moi, je reçois le PowerPoint et les bières à déguster. Oui. Je me documente, je peux ajouter ce que je veux ou retirer un peu ce que je veux sur le PowerPoint. Mais je dois suivre
Ce que Colruyt me dit de suivre, je veux dire, Oui. c'est comme ça. Et eux m'apportent les bières. Et quand j'arrive, les bières sont au frais. Moi, je prépare ma salle. Les gens sont accueillis par l'organisateur là-bas. Après, je fais un petit tour de table et puis je peux commencer ma formation tout de suite. Oui. Je range après ma salle et c'est fini. Et les dégustations, c'est par thème différent ou alors c'est toujours le même style de... Donc c'est par thème. Donc évidemment, au début de Colruyt Group Academy, ben, ils ont fait plutôt des initiations à la bière. Oui. Et maintenant, c'est vrai que on est toujours sur des thèmes un peu différents. Donc cette année, j'ai pu lui donner cours sur les lambics. Oui. Et donc, il disait lambic et bière fruitée. Maintenant, effectivement, ça c'était traduit néerlandais, pour moi mal traduit. Bière fruitée, c'était pas une bière avec un ajout de colorant. C'était, en fait, on parlait de cric, Oui. ou de pêcheresse ou de choses comme ça, ou de chez Lambic Fabrique, on a dégusté des choses comme ça. Et donc, D'accord. maintenant, c'est que des bières qu'on retrouve dans le groupe Colruyt. Ok. Donc, ils n'ont pas énormément de choix en bière régionale, mais ils s'ouvrent quand même. Oui. Et donc ici, on avait quand même des bières. Alors, c'est sûr qu'on a dégusté une mort subite qui est très connue, mais on a aussi dégusté de la Beaune, des choses comme ça. Et donc, voilà. Et Ouais, ça, c'est si une bière. vraiment une bière ne me plaît pas, je peux la faire changer aussi en disant, écoutez, moi, je ne vais pas déguster ça parce que je trouve que c'est pas qualitatif. Il faut évidemment qu'ils ont des partenariats avec les marques, hein, mais Ouais. donc évidemment, mais je peux dire, moi, ça, je trouve pas ça qualitatif. Je préférais faire déguster celle-là. Et alors, on peut s'arranger pour faire Déjà, déguster ça. leur Big Fabrique, c'est... C'est déjà une très belle référence. je trouve, oui. Et en fait, un des deux brasseurs travaillait chez Colruyt avant. C'est comme ça D'accord. qu'ils ont des contacts, en fait. Et donc, Colruyt en a, mais que pour les bioplanètes. Ok. Donc, on n'en trouve pas dans les magasins Colruyt, mais que chez Bioplanète. Oui. Et en fait, le Colruyt Group Academy va directement se fournir à la brasserie. Ok, d'accord. On arrive à un moment qui va, moi, particulièrement m'intéresser. On va parler, si tu veux bien, du Docteur Zito et du podcast On s'en boit une, qui était diffusé sur RTL. C'est ça, sur RTL Podcast. Ouais. Sur RTL Podcast. J'aimerais connaître ton ressenti en fait sur l'expérience podcast et comment l'idée vous est venue et comment vous avez construit cette aventure. Ben en fait, c'est tout bizarre, mais donc c'est quand mon projet de brasserie s'est arrêté. En fait, j'avais un autre ami de la région warémienne aussi, qui vivait à Warem à l'époque, qui vit sur Liège maintenant, Charles Tavolieri pour ne pas le citer. Ben, on le salue. Hein. Et alors, en fait, donc lui travaille chez RTL comme réalisateur, producteur d'émissions. Oui. Pour Bel RTL principalement. Et en fait, il vient me trouver un jour, il me dit, écoute, on essaye de lancer un peu des podcasts parce que RTL est des fois un peu à la traîne à ce niveau-là, etc. Donc on essaye un peu de lancer des podcasts. Est-ce que ça te tenterait de faire un podcast sur la bière? Parce que, voilà, moi je m'y connais, je déguste des bières aussi, mais on me l'a demandé à moi, mais moi le faire tout seul, je ne me vois pas le faire. Qui me dit, donc, est-ce que ça te tenterait? Ben, je dis, oui, écoute, bien sûr. Et donc, on a eu rendez-vous chez RTL à Bruxelles, où j'ai été voir. Moi, c'était un peu un monde magique. On arrive dans les bâtiments de la TV RTL, avec toutes les radios et tout ça. C'est un peu magique quand tu arrives là, pour la première fois. On a eu rendez-vous avec le directeur des podcasts, voilà, et on a regardé. Il nous a dit, écoutez, moi, je vous fais confiance. Voilà, on peut le lancer, on peut essayer. Faites-nous une maquette ou deux, on regardera, on va un peu parler avec la direction, puis on verra si c'est intéressant ou pas. Oui. Et alors, moi, ma seule condition était, je veux bien le faire, je veux bien parler de tout, etc. On n'était pas payé, donc c'était vraiment du pur délire entre nous et de la pure passion. Moi, j'ai juste dit, je veux bien le faire, mais parce que je suis sur RTL, si un groupe industriel m'offre une bouteille, ben je ne veux pas me sentir obligé de dire que c'est bon parce qu'on me l'a offert et parce que c'est un groupe. Donc ça, je dis, si c'est pour faire ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Je veux rester impartial. On a dégusté des bières de grosses brasseries qu'on a trouvées très bonnes. Il y en a d'autres qui ne sont pas à notre goût. Oui. Mais je ne voulais pas qu'on me dise, parce que c'est ça, c'est sponsorisé par tel groupe brassicole. Je ne voulais pas me sentir coincé, en fait. Sentir coincé et dire obligé que la bière était bonne si elle n'était pas à mon goût. Ouais, c'est normal. C'est sûr que j'allais pas décrire la bière non plus à l'antenne et dire non, ça c'est vraiment pas bon. C'est sûr. Mais dire, voilà, ça c'est pas à mon goût et je pouvais me permettre de le dire. Et donc ils ont accepté cette condition-là et donc on a pu partir comme ça. Ouais. Ben c'est chouette. Ça, je peux me permettre de. Alors je connais un peu la réponse, mais je peux me permettre de demander où ça en est maintenant. Malheureusement,
officiellement, on va dire comme ça, c'est mis en pause pour l'instant parce qu'il y a eu un changement d'actionnariat chez RTL. Et donc, ils ont un peu arrêté ce projet-là tant que maintenant. Est-ce qu'ils vont le relancer un jour ou pas? On ne sait pas. On avait comme entendu dire comme projet que ça allait revenir, mais en direct d'une brasserie et filmé sur RTL Play en même temps. D'accord. Pour justement mêler le côté digital avec. Oui. Mais alors, c'est plus vraiment un podcast non plus, ça devient une mini-émission. Donc, c'est ça que... Ouais, ou en tout cas, podcast vidéo, mais c'est plus tout à fait le même format. Voilà. On est partant, on est ouvert à la discussion avec Charles, mais il faut voir un peu le temps que ça prend aussi, parce que si c'est pour nous prendre 3 jours par mois, avec nos activités sur le côté, on n'a pas le temps. Oui. Donc, si je comprends bien, tu peux me contredire, mais pour toi, les podcasts filmés, c'est pas vraiment podcast. Alors les amis, je saute sur l'occasion, hein, c'était pour taquiner évidemment mon invité, mais je saute sur l'occasion pour pouvoir le dire. En fait, les podcasts commencent à être montés, donc ils commencent à être diffusés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne. Ça va sortir beaucoup plus régulièrement. On est en train de revenir sur les anciens. Alors je n'en fais pas spécialement la promotion. Je dis que c'est sorti, mais vous pouvez aller voir sur la chaîne. Et les nouveaux, alors si j'ai pas de problème d'enregistrement, parce que ça pourrait arriver aussi, c'est arrivé avec Matt dans les précédents podcasts, dans un des précédents podcasts. Donc normalement tous les épisodes devraient être à l'avenir sur YouTube. Et j'en profite pour dire aussi, puisque c'est filmé, que mon invité a joué le jeu. Comme cet épisode va sortir en audio assez vite, parce qu'à mon avis demain il sera en ligne, donc je pense que on est le 22, le 23 normalement novembre, vous pourrez l'écouter. Ça devrait suivre assez vite en vidéo, et donc pour je suppose début décembre, vous devriez avoir la vidéo en ligne sur YouTube. Donc mon invité a réagi à mon SMS de ce matin, enfin à mon message de ce matin, et on est tous les deux en t-shirt de Noël. Voilà. Donc je le félicite pour sa réactivité, parce que je l'ai vraiment prévenu ce matin, une demi-heure avant qu'il ne parte. Donc voilà. Donc j'ai vite fait trouver un t-shirt comme quoi je crois au bière Noël. Je l'ai vite trouvé. Je me suis dit allez hop, on va mettre ça et ça va faire l'affaire. On fera une petite photo tantôt qu'on mettra sur les réseaux. Je vais lancer le jingle et on arrive dans mon jeu loufoque. J'ai encore fait un jeu de mots pourris. Enfin, vous allez tout de suite l'entendre. Allez, à tout de suite. Alors avant de commencer mon jeu, je ne sais pas toi comment tu le ressens par rapport à cette bière-là, mais pour confirmer ce que tu as dit tout à l'heure, avec la pétillance qu'il y a dans cette bière-là, pour la digestion plus en fin de repas, c'est magnifique. Alors j'ai été poli, je n'ai pas fait des gros totos dans le dans le micro, mais je n'ai pas arrêté depuis le début avec mon verre. Je ne sais pas toi comment tu le ressens, mais c'est vrai que c'est une bière qui est fort pétillante, et quand on est comme ça en train d'enregistrer, c'est pas toujours facile de contrôler sa digestion, on va dire ça comme ça poliment, mais c'est vrai que c'est voilà. Et même maintenant, je veux dire après 30-40 minutes où elle est ouverte, qu'elle s'est réchauffée dans le verre, oui. On n'a plus tout à fait la même saveur, mais elle reste quand même encore très pétillante. Oui. Je trouve que le côté sour, c'est un peu apaisé. Oui, c'est vrai maintenant, que c'est peut-être aussi parce que la bouche s'habitue et que probablement, coupe, mais le côté un petit peu plus sucré et fruité ressort plus maintenant. Je trouve que au début, il y en a un peu plus la sécheresse d'une saison alors qui vient, je trouve. Mais... Alors moi j'en ai plus dans mon verre parce que je prépare déjà le terrain. Mon invité est venu avec une bière un petit peu spéciale pour goûter après. À mon avis, on l'ouvrira après le jeu. Je vous laisse encore un petit peu dans le suspense, mais je me réjouis de la goûter du coup.
Mon jeu loufoque, j'ai appelé ça dans ma podcast, puisque du coup, Voilà. voilà, il y a pas d'autre terme, voilà. Voilà, mais c'est très bien, ça me fait rire. Et donc, tu vas comprendre tout de suite le déroulement du jeu. C'est de nouveau des petites questions, mais je voudrais que tu te mettes à ma place. Et quelle question poserais-tu, par exemple, à un jeune brasseur qui lance sa brasserie? Est-ce que tu sais ce que tu pourrais lui demander? Je pourrais lui demander si pour lui c'était important d'avoir la production tout en interne ou si délocaliser à un moment donné, s'il devient trop gros, on va dire ça comme ça, si délocaliser la production vers soit une brasserie à façon pourrait être envisageable ou pas. Oui. Pardon, je t'interromps, mais par rapport justement à typiquement ce thème-là et ta réponse, on a reçu Norm Brewing et on a reçu par exemple Mascafia aussi dans le podcast, qui à l'inverse eux ont commencé leur plan stratégique, si on peut appeler ça comme ça, était de commencer avant avec une production externe pour pouvoir entre guillemets accumuler des fonds pour pouvoir investir dans du matériel. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Est-ce que alors on en a déjà parlé dans le podcast, mais est-ce que c'est pour toi une bonne communication? Est-ce qu'il faut absolument le dire aux clients? Est-ce qu'il faut retenir entre guillemets l'information? Enfin, je sais pas comment tu vois la chose dans ce sens-là. Moi, je vais prendre mon exemple, donc ça me pose aucun problème que ça soit une bière à façon. Oui. Donc, parce que justement, voilà, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir avoir son matériel tout de suite. Maintenant, moi, en tout cas, je vais prendre mon exemple quand j'avais la SB1 toute seule brassée chez Vincent Lacroix. Oui. À toutes les foires, je disais, on ne brasse pas nous-mêmes. Oui. Voilà. Et il était mis sur l'étiquette, c'est pas obligatoire, mais moi, je le mettais en disant, on espère avoir un jour, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, on espère avoir nos installations, mais pour l'instant, on la brasse nous-mêmes chez Vincent. Moi, je trouve que quand il y a cette transparence-là, et il y a aucune honte, je trouve, à faire brasser. Surtout que là, typiquement, je parle pour Norm Brewing et Mascafia, et en l'occurrence, toi, tu viens de l'expliquer aussi. C'était comme ça chez vous. C'est une autre brasserie qui brasse, mais c'était vos recettes. Enfin, c'était ta recette, et les deux autres brasseries dont je parle, c'était leur recette aussi. C'est ça. Et donc là, je permets de sauter sur l'occasion, comme t'aimes bien faire aussi. Donc, on était bien sur une bière à façon et pas sur une bière d'étiquette. C'est ça, oui. Donc c'est pas une de leurs recettes qu'on étiquetait sous notre nom, c'était notre recette qu'on avait créée ou spécialisée avec lui aussi en fonction de ses installations. Mais donc c'était notre recette qui était brassée ailleurs. Oui. Et là, je fais un petit coucou à Johan Riga de la brasserie expérimentale, avec Christophe Leroy d'ailleurs, je les salue tous les deux. Il brassait avant pour Grès d'Orge à Hambourg et il tient toujours le même discours maintenant. Enfin, j'en ai plus parlé avec lui récemment, mais je sais très bien qu'il garde la même philosophie. Pour lui, c'était plus qu'important de spécifier sur l'étiquette de la bière où la bière était brassée. Je trouve, et là je parle pour moi, je trouve important d'avoir cette transparence-là. Il y a aucune honte, mais je trouve que c'est important de dire d'où ça vient et où c'est brassé, quoi. Moi je trouve aussi d'ailleurs, on va pas se le cacher, on a eu nous, donc quand on avait notre brasserie, des clients en façon. Clairement aussi, on a eu aussi des clients d'étiquette, mais oui. On demandait, c'était notre condition qui écrivent sur leur étiquette que c'était brassé chez nous. Oui, c'est ça. De un, ça nous faisait un peu de pub, oui. Mais aussi, pour moi, c'est important pour le consommateur de savoir où la bière est brassée et par qui. Et d'ailleurs, en France, c'est obligatoire. Ça. Donc, il y a maintenant, depuis plusieurs années, on doit mettre l'endroit, l'atelier de brassage doit être spécifié sur l'étiquette d'une bière. Oui. Mais moi, je trouve que cette transparence-là, c'est... Et alors, du coup, j'ai aucun problème à ce qu'une bière soit brassée ailleurs que dans la brasserie qui vend la bière. Moi non plus. Pour peu que ça soit contrôlé quand même et que ça soit pas, parce on a aussi vu un peu moins maintenant, parce que c'est vrai que la bière est de plus en plus populaire, mais il y a 10-15 ans d'ici, on voyait vraiment des fois des brasseries qui brassaient un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, oui. Et des bières qui étaient affectées, qu'on faisait vieillir en fût pour dire que c'était une oak age, c'était sympa, et en fait, quand tu goûtais, tu te rendais très bien compte que c'était un produit raté qui avait été sauvé, quoi. Donc, ouais. Alors, vous allez l'entendre du coup, mais on en avait parlé avec Nicolas Imbrex à l'époque.
volontairement changé masculin, féminin, donc toutes les questions peuvent être prises au masculin ou au féminin, mais ici typiquement je te pose la question avec la version féminine de la chose. Quelle question poserais-tu à l'organisatrice de festival brassicole? Bah, peut-être simplement de savoir comment elle a fait son choix et si c'est elle, je veux dire elle qui a choisi les brasseries ou si elle s'est entourée d'une équipe. Maintenant, j'aime pas du tout le cliché. Ah, c'est une bière fruitée, c'est une bière de femme. Pour moi, c'est n'importe quoi parce que moi j'adore les criques aussi, etc. Donc ça, c'est pour moi un critère qui n'est pas du tout correct. Oui. Mon épouse adore la trappe quadruple et la Rochefort 10, donc on est quand même sur des... Et où est-ce que tu l'as trouvée? C'est incroyable, ça. Voilà, écoute... Alors, je ne connais pas son prénom, mais je la salue parce que du coup, elles sont rares quand même. Elles sont rares à aimer ce genre de bière, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vrai que pour ça, c'est une chance que j'ai. Et pour rien au monde, je la laisserai partir. Quelle question poserais-tu à une directrice commerciale de groupe brassicole multinational? Attention, c'est poussé comme question. C'est assez poussé. Ben moi, je trouve justement, mais ça, étant passionné de bière, et ça va me faire penser à une expérience que j'ai eue pendant mes cours. Donc j'ai eu cours... ici, je dévie un petit peu, mais ça va répondre à la question après. Donc j'ai eu cours avec Michel Florquin, que tu connais aussi, qui était responsable qualité chez AB InBev à Jupy. Oui. Et en fait, je lui ai demandé s'il savait me fournir un catalogue des marques de chez AB InBev. Oui. L'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait, ça je ne sais pas, mais il m'a dit être remonté jusqu'au directeur commercial Europe. Oui. On ne lui a jamais fourni un catalogue de marques. Oui. En fait, AB InBev est devenu tellement grand qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont dans le monde et sous quelle licence, ou volontairement ils ne le disent pas. Ça, c'est encore autre chose. Ah oui. Mais en fait, et ici, de nos jours, et j'ai déjà fait des recherches sur Internet, on ne sait pas trouver un catalogue des marques d'AB InBev. Donc, on ne sait pas toutes les brasseries qu'ils ont ou pas. Et je pense que justement, en tant que passionné de bière, là, je reviens sur la question, ça serait important de pouvoir trouver facilement sur Internet ou autre, en disant, bah tiens, AB InBev, en Belgique, ils ont ça, 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 ça. En France, ils ont ça, ça, ça. Aux Pays-Bas, ils ont ça. Aux États-Unis, ils ont ça. Au Japon, ils ont ça. Et je trouve que ce serait important de savoir, justement, par rapport à une autre question que tu m'as posée avant, de savoir où c'est brassé et par qui. Ça serait, je trouve, fort intéressant de pouvoir se dire... Oui. Voilà. Et donc, pour moi, ça devrait être nécessaire, justement, qu'une directrice commerciale puisse relater tout ça et qu'on dise, bah oui, en fait, ça, c'est brassé par qui et où. Oui. Voilà. Maintenant, ils devraient mettre souvent leur fichier à jour, à mon avis, parce que... Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'achats et de ventes dans tous les sens que, et quand tu vois qu'en 2008, ou même avant, ils ont racheté SAB Mineur. Non, un petit peu après, pardon, c'est un petit peu après la fusion avec Anschweiser. Ils ont quand même racheté SAB Mineur, qui était le deuxième à ce moment-là. Ils ont tout racheté, et puis ils ont revendu les marques qui ne les intéressaient pas. Ils ont eu Peroni, puis Peroni, bah non, des pils, on a assez. On revend Peroni. Donc, quand on arrive à ce point-là, c'est vrai que ça devient trop gros et voilà, et on ne connaît sans doute pas tout, et donc voilà, c'est plus de la bière. Hein. Mais à mon sens, c'est plus de la bière non plus, et c'est en tout cas plus la passion de la bière que j'ai. Maintenant voilà, il faut qu'ils existent et oui, il faut je suis pour tout à tout fait le monde. d'accord, et je consomme des produits de chez eux oui, tout à fait. plus ou moins régulièrement, mais voilà. Moi je trouve ça dommage, et voilà, on en revenait par rapport à une question précédente, que on ne sait pas avoir de catalogue de marque, on ne sait pas voir d'où ça vient. Ça, le manque de transparence. Voilà, le manque de transparence, tout à fait. Que répondrais-tu attention, on va se fâcher là. Que répondrais-tu au chef de restaurant qui te dit la boisson qui doit aller avec un menu dans un restaurant, c'est le vin? Bah écoute, moi je ne suis absolument pas d'accord, même si j'adore boire un verre de vin. Hein, voilà, ça m'arrive aussi quand je vais au resto, je bois. Mais je trouve ça justement, et ça je trouve ça malheureux en Belgique, parce que j'ai été plusieurs fois dans des restos étrangers. En Flandre, ça commence à arriver un peu plus. Mais on n'a pas de restaurant beer pairing correct. En tout cas, moi, je n'en connais pas. En Wallonie ou de la région liégeoise, moi, je n'en connais pas. Et je trouve ça très dommage. Oui. Parce que justement, on n'arrive pas à avoir des restaurants avec de la bière. Et la bière, c'est à l'apéro. Oui. Mais non, une bière peut... ici, je prends, parce que cette saison, on prend une bière fumée, une bière smoked avec une choucroute. C'est exceptionnel. Oui. Et pour moi, c'est même bien meilleur qu'avec un verre de vin blanc.
boire un pastry stout avec un dessert, c'est super intéressant. C'est pour moi bien plus intéressant qu'avec un verre de vin rouge ou quelque chose comme ça, mais c'est pas encore assez ancré. Ça, j'en parlais dans d'autres podcasts et je trouve ça des fois dommage en Belgique. On reste un peu trop sur nos acquis. Ah, ça, même chose, les auditeurs et auditrices vont m'envoyer des cailloux pour finir parce que chaque fois je reviens avec les mêmes sujets, mais ça change. Le problème c'est qu'il faut s'y intéresser. Voilà. Et c'est vrai que la partie visible de l'iceberg, c'est toujours notre passé historique, mais oui, ça commence à changer. Ça commence à changer. Ça, je suis 100% d'accord avec toi et j'allais y venir, mais on voit seulement maintenant arriver, depuis 1 an, 2 ans, on voit seulement arriver la canette chez nous. Oui. La canette, on en parle depuis 5, 10 ans dans d'autres pays. Ah oui. Et c'est clairement le meilleur moyen de conserver une bière. En tout cas, pas une bière de guerre qui doit vieillir 10 ans, mais c'est ça. Une bière type IPA, des choses comme ça, c'est clairement le meilleur moyen. Oui. Pour l'export, c'est mieux aussi. Enfin, voilà, on va pas, t'en as déjà parlé dans d'autres podcasts, on va pas revenir encore là-dessus. Mais on reste un peu trop sur nos acquis et voilà, on est un peu trop français dans le côté où à table c'est du vin, oui. La bière c'est à l'apéro et on est le pays de la bière donc on est les meilleurs donc c'est bien comme ça. Voilà, ça je trouve que moi je suis pas d'accord avec ça. Oui, oui. Quelle question poserais-tu à un ou une Master Cicéron? Donc c'est le plus haut niveau de certification Cicéron. Est-ce que tu aurais une question typiquement pour cette personne-là? Écoute, ici, je vais le faire avec beaucoup d'humour. Ma question, ça serait, peux-tu m'apprendre des choses? Parce que, évidemment, je suis loin de tout connaître. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une formation que j'envisage peut-être de suivre un jour pour justement encore me spécialiser, là-dedans. Oui. Parce qu'il y a une formation maintenant du côté de Namur, il y a un centre chez Kevin Lewest. Ouais, alors, là, c'est un demi-scoop, mais enfin scoop, si on peut appeler ça un scoop. Mais Kevin, le rendez-vous est pris, donc je ne sais pas si ce sera le prochain, mais en tout cas, le podcast avec Kevin Lewest arrive tout prochainement et il sera différent de tous les autres. Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais on ne va pas faire que boire de la bière. Donc, on évite de l'écouter et de le boire. Alors normalement, ce sera aux alentours de mi-janvier, ça devrait être dans la boîte et peut-être même diffusé. Donc voilà, on se donne rendez-vous plus ou moins au niveau du 15 janvier. Parfait, je me réjouis d'écouter ça. Donc voilà, et donc c'est vrai que, enfin, je vais pas du coup dévoiler tout, on en parlera bien plus longuement avec lui, mais c'est vrai que lui donne déjà, je pense, le premier niveau, en tout cas de la certification. Je ne sais pas s'il va plus loin. Pour l'instant, il donne que le premier niveau, et voilà, je me dis voilà, pourquoi pas maintenant. Il y a quand même que 4 niveaux, et je pense qu'à partir du niveau 3, les cours ne se font que en anglais et à Londres pour l'Europe. Oui. Donc lui ne pourra entre guillemets jamais passer plus haut parce que c'est ça. Voilà, et je pense que justement, cette formation-là pourrait permettre de voir un petit peu la bière ailleurs dans le monde plutôt qu'en Belgique. Oui. Même si on en parlait aussi dans notre formation qu'on a suivie, mais je pense qu'avoir une formation étrangère pourrait justement peut-être nous permettre de voir la chose différemment. Avoir un autre point de vue. Voilà, avoir un autre point de vue que une formation belge par des Belges aux Belges. Ouais, c'est ça. Même si c'est très bien et que je ne critique pas, mais voilà, voir un peu un autre point de vue. Non, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse à plein d'autres choses pendant la formation, mais avoir le point de vue d'une autre personne de l'extérieur, c'est vrai que ça peut être que bénéfique. Et quand on voit le nombre de microbrasseries en France, bêtement, ouais. Alors qu'on dit souvent la bière française. Non, ça explose. Ça explose et ils sont bien plus avancés que nous. Ouais. Alors est-ce qu'ils avancent dans le bon sens? Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, dans le côté créativité, ça, c'est sûr et certain qu'on peut pas le retirer. Il y a vraiment des brasseries et des produits très 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 qualitatifs en France pour l'instant. Ouais. Là, je dis en France, mais il y a d'autres pays aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà, en France particulièrement, je trouve qu'il y a des très belles choses. Alors, la question suivante, tu peux utiliser un joker, mais ça ferait quand même plaisir que tu répondes. Quelle bière éviterais-tu de boire avec un invité du Roll Podcast? Alors, quelle bière j'éviterais de boire avec un invité?
Je répète la question, le temps d'y réfléchir. Oui. Alors, il faut quand même bien reconnaître que Yves n'a absolument pas eu les questions avant, donc il répond du tac au tac, donc c'est tout à son honneur. Un peu comme la question que tu m'as posée, ou quelle bière ferais-tu découvrir à quelqu'un qui connaît pas la bière? Je pense que j'irai quand même vers quelque chose d'assez classique. Donc je vais dire comme ça parce que moi c'est un style que j'adore. Je n'irai pas vers un lambic ou une gueuse. Oui. Parce que c'est trop particulier. D'accord. Donc, et ça, il faut vraiment, je veux dire, moi je suis un grand fan de lambic, de gueuse, mais il faut vraiment boire ça avec quelqu'un de connaisseur qui aime ce style-là. Ouais, moi j'aime pas ça. Parce que, effectivement, c'est vrai que vu ce qu'on a bu avant, toi tu n'aimes pas ça. Mais non, mais voilà, c'est boire ça avec quelqu'un qui n'aime pas ou qui n'apprécie pas ce produit, parce que c'est quand même quelque chose Particulier, ouais. très particulier, c'est un produit vraiment de niche. Quelqu'un qui n'aime pas ça, il va se demander ce qu'on lui met dans son verre, quoi. Ouais, Il ouais. va dire, mais c'est pas une bière, c'est du jus de chaussette acide. Mais alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question divisée, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont répondu qu'ils arriveraient par là, enfin qui feraient découvrir par là. Donc tu vois, c'est vraiment la personne, la perception pardon de la personne par rapport à enfin au goût, quoi. C'est vrai on pourrait retrouver certains vins acides que les personnes aiment, mais je ne sais pas si, enfin je suis pas expert en vin du tout, mais je ne sais pas si on a côté aussi acide dans le vin qu'on ne peut l'avoir dans une gueuse ou dans un lambic. En tout cas, non. À mon sens, pas. En tout cas, je n'en ai jamais goûté, mais c'est une autre acidité aussi. On a vraiment, oui, dans un vin blanc, on peut avoir une acidité un peu fruitée, mais là, la gueuse, on est vraiment sur une autre acidité. On est vraiment sur quelque chose de plus spécifique. Et moi, j'ai plein d'amis qui adorent la bière, mais des gueuses, ils ne veulent pas en entendre parler. Ouais, c'est ça, oui. Je leur ai fait goûter une fois, et ils m'ont dit, mais non, c'est pas bon, ça, il faut arrêter. Ouais. Et donc c'est ça que je n'irai pas spécialement là-dessus, mais à la fois ça peut être comique, comme première bière belge à un étranger. Tiens, goûte ça c'est un style spécial belge, quoi. Ah, il y a des vidéos qui tournent sur ça peut être sur YouTube assez avec déroutant. ça. Ouais. C'est assez marrant de voir la tête des gens, surtout si tu ne l'annonces pas. Ouais, effectivement, parce que ça c'est quand même particulier. Ouais. Ben voilà, tu as relevé haut la main le défi du jeu loufoque. On va revenir après les jingles à la discussion autour de l'invité. Alors, avant de commencer ça, nos verres sont vides et j'en profite pour les réessayer un petit coup. On va passer à la bière que tu as apportée. Je pense que maintenant on peut révéler ce qu'on va boire. Est-ce que tu veux les faire présenter la bière et nous en parler un tout petit peu sur le temps que je réesse ça? Eh ben écoute, le temps que tu restes ça, hop, je me permets de montrer à la caméra en même temps, donc ça va un petit peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit, donc comme quoi ça montre que je suis aussi un peu ouvert. Autant j'adore les bières étrangères, autant ici j'ai voulu amener quelque chose de plus ou moins traditionnel en tout cas, donc c'est une Trefontaine Synergia 2021. Et donc en fait Trefontaine qui est une abbaye trappiste italienne. Oui. Donc évidemment les trappistes on connaît nous ça en Belgique puisqu'on est le pays qui avons le plus d'abbayes trappistes. Et en fait ici c'est une collaboration entre plusieurs abbayes trappistes. D'accord. Donc Oui. c'est brassé chez Trefontaine en Italie près de Rome. Oui. Mais c'est une collaboration avec Westmalle et Rochefort. D'accord, ok. Donc on est sur une brune à 7,5. Oui. Une double, comme on dit en Flandre, hein, une bière double. Et on est donc sur une bière brune qui est une collaboration de 3 brasseries trappistes. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que justement, même dans le côté traditionnel des trappistes, on voit que eux s'ouvrent aussi vers l'extérieur et commencent aussi à faire des collaborations entre plusieurs brasseries, on va dire ça comme ça, parce que et donc c'est assez intéressant. On l'avait vu avec La Trappe et Brewdog à l'époque. À l'époque, ils ont fait une collaboration aussi. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que voilà, c'est assez intéressant. Et ici, en plus, c'est une collaboration avec une autre brasserie qu'une brasserie trappiste. Ouais. Ici, il reste quand même encore un peu dans le côté ancré. Ouais, mais enfin, l'histoire collab, trappiste, c'est vrai que c'est nouveau beau. Mais voilà, l'histoire collab. Et il y a certaines brasseries qui ne le feraient pas. Et donc, c'est ça que. Enfin, bien que. Historiquement parlant, c'est les moines d'une abbaye qui allaient dans l'autre abbaye pour. Donc c'est ça. Et donc quand Spencer s'est créé aux États-Unis, qui maintenant n'existe plus,
Ben, c'est des moines de Spencer sont venus se faire former à Chimay, en fait. Oui. Et donc c'est ça que ils sont venus suivre un stage. Moi, je sais bien suivre un stage aussi, comme ça chez Chimay. Ça pourrait être sympa. Hein. Ben, il ne te reste plus qu'à devenir moine. Ouais, non. Hier, ta femme, elle boit de la bière. Voilà, ben oui, c'est ça. Je vais te reprendre la bière et je vais la verser. Hop là. Alors, est-ce qu'on va l'entendre? Oup. Attention, elle mousse un Ouais. peu parce que officiellement elle est périmée. C'est vrai que boire une bière périmée, c'est pas toujours bien. Ça, je vais attendre que tu puisses réagir. Tu ris? Mais voilà. Non. C'est très très bien les bières périmées. Buvez-les, les bières périmées. Je suis un grand fan de bières périmées aussi. En tout cas, les bières qui se conservent. Hein. Elles ne se conservent pas toutes, mais Ouais. Allez pas boire une lager de 10 ans, les amis. non, ça ne servira à rien. Non. À part vous dégoûter de la bière. Alors, Donc ici, ben, on voit déjà une belle couleur brune. ouais. Foncée, mais pas trop foncée. Donc je veux dire, on peut quand même voir que la lumière passe un peu à travers. Ouais. La mousse reste quand même. Et alors quand on met ça devant son nez, Alors, pour reprendre par rapport à la mousse, j'ai pas servi comme un barbare non plus, donc et puis j'ai partagé la bouteille aussi, donc ça doit jouer aussi sur la tenue de mousse. Au nez, tu disais? on a un côté très caramel, très chocolat, moi je trouve. Mais... Alors, pour moi, mais c'est mon ressenti à moi, je trouve beaucoup plus caramel que chocolat. Oui. Et par contre, j'ai cette petite touche de noix là, qui est quand même relativement caractéristique aux bières qui ont un peu vieilli. Bon, ici, elle n'est pas passée de longtemps, donc c'est pas non plus une bière qui a 10 ans. Mais j'ai aussi ce petit côté-là. Mais caramel, clairement. Voilà, le caramel. Alors, je veux dire, moi, ici, je vais assimiler, c'est un peu bizarre quand je dis ça comme ça, mais je vais assimiler ça en fait au chocotoff. Donc c'est pour ça que j'ai le caramel, mais qui n'est pas spécialement un caramel qualitatif, hein, mais qui est un caramel un peu chocolaté, quoi. Donc Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je retrouve aussi, maintenant, c'est sans doute parce que je le sais à l'aveugle, je l'aurais peut-être pas découvert, je trouve que on ressent quand même fort qu'il y a une collab Westmalle, Rochefort, parce qu'on a ce côté, même plus Westmalle que Rochefort, mais on a ce côté de double belge traditionnel. Oui. Pardon, je parlais loin du micro. Je ne sais pas si tu l'as évoqué quand je restais les verres, parce que j'ai écouté d'une oreille haute à moi. Elle fait combien de degrés cette Elle bière? fait 7,5. 7,5. Au nez, j'ai l'impression que c'est plus fort que ça, en fait. Au nez, ça sent très fort et ça a l'air très costaud et très liquoreux, en fait. Ouais, Mais, et gourmand, là, fait un peu épais. Enfin, je sais pas. ouais, un peu épais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire, mais tu vas voir que maintenant je l'ai goûté qu'une fois, donc, mais en bouche, on n'est pas spécialement, on a quand même une belle légèreté. Bah écoute, on la goûte du coup. On la goûte? Allez, Santé. santé à vous. Alors, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Alors déjà, elle est pas trop froide, ça c'est top. C'est étonnant parce que enfin pas étonnant, mais on a une complexité dans le goût. Donc il y a beaucoup de goût. Et à côté de ça, c'est vrai qu'elle est moins ronde que ce que le nez me le suggérait. Effectivement, hein, elle a une belle longueur quand même, mais Oui. elle a un petit goût un peu aqueux quand même sur la fin. C'est un peu moins gourmand que ce que je m'imaginais au nez. Maintenant, ça me ferait dire, mais à voir, parce que je l'avais goûté qu'une fois comme je l'ai dit avant, ça me ferait dire que c'est pas spécialement une bière qui va bien se garder, ça. Ça veut dire que il me reste encore une ou deux bouteilles à la maison, ben je vais peut-être pas les laisser vieillir 10 ans, parce Ouais. que Après, c'est mon impression ici, mais j'ai l'impression qu'elle passe quand même tout doucement. Mais Ouais. maintenant, elle est encore très bonne et voilà, Ouais. elle est très bien, mais elle pourrait peut-être passer légèrement ici. après le goût, c'est quand même plein de goût. Hein. C'est pas un Mais souci. voilà. Et c'est tellement gourmand au nez qu'en fait, Ouais. et même en bouche, voilà. Donc, elle est encore très bien, mais c'est pas une bière qu'on laissera vieillir 10-15 ans, c'est à mon Ouais. avis. Alors c'est peut-être l'impact. J'insiste sur impact de l'autre bière, mais celle-ci par contre paraît plate.
Elle est beaucoup moins. Enfin oui, je dis de suite que c'est l'autre qui est pacte, mais elle est beaucoup plus plate que celle d'avant, donc. Elle est beaucoup moins pétillante. Ça, c'est sûr qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus. Autant l'autre, je pourrais la boire vraiment en apéro pour m'ouvrir l'appétit, ou en dessert pour digérer. Celle-ci, c'est pour moi une bière clairement de dessert, parce qu'elle doit vraiment, c'est vraiment quelque chose de plus lourd qui fait. Oui. En termes d'amertume, on va peut-être parler de post-amertume plutôt ici, parce que c'est seulement quand on a avalé de 2-3 secondes, je trouve que ça arrive tout doucement. Alors, c'est peut-être directement lié au grès utilisé. Pardon, je dis qu'elle n'est pas pétillante et je fais quand même toujours les... mais ouais, c'est peut-être le petit côté torréfié du grès qui ramène cette post-amertume. Ouais. Et bizarrement, moi, j'ai à côté même un peu côté ce que j'appelle un peu herbacé, un peu végétal. D'accord. On a un peu ce côté-là qui revient, et donc c'est ça qui me fait penser que pour une brune, c'est quand même un peu plus houblonné que ce qu'on connaît chez nous. Ouais. Mais je trouve pas que j'ai l'amertume qu'on peut avoir du houblon. J'ai pas une amertume de houblon non plus comme on la connaît dans une IPA, ouais. mais j'ai un côté un peu plus je dirais un plus vieux houblon qui est censé donner de l'amertume, mais qu'on a laissé longtemps en cuisson pour qu'il donne quand même un peu de notes herbacées. D'accord, ok. J'irais plus vers là, donc je veux dire, pas avoir un houblon aromatique, mais plutôt un houblon amérisant, qu'on aurait laissé un peu trop longtemps, entre guillemets, en cuisson, et qui donnerait un peu ce côté structuré. Mais je m'y connais pas assez que pour le dire à 100%, mais c'est un peu plus vers ça que j'irais. Ok. Mais en tout cas, chouette dégustation. Je l'ai avalé depuis un certain temps maintenant et ça reste quand même... On a ce côté très gourmand qui reste. Ouais. Tu m'as fait faire une belle découverte, je voulais te faire une belle découverte aussi. Donc, très, 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 très chouette. Après, je sais pas si vous voulez la goûter, je sais pas si vous la trouverez, parce que tu me disais tout à l'heure que c'est un brasset et ils n'en refont pas. Malheureusement, non, parce que en 2022-2023, en tout cas, à ma connaissance, ils n'en ont pas fait. Mais en fait, oui, c'est vraiment un lot ou deux, mais uniques qu'ils font. Et alors, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Oui. Et en fait, ça, je les avais trouvés sur un site italien que j'ai commandé. J'ai payé des frais de port excessifs, non énormes. Mais voilà. Mais je voulais absolument la voir et la goûter. Oui. Et donc voilà, donc je l'ai acheté, mais ouais, je pense qu'il me reste une ou deux bouteilles à la maison et c'est tout. Une que je garderai en collection, et l'autre que j'ouvrirai peut-être un jour à une bonne occasion comme ça. Voir comment ça a vieilli. On va donc revenir à la discussion autour de l'invité. C'est quoi pour toi, alors t'as déjà à moitié répondu à la question, mais c'est quoi pour toi la vision sur le paysage brassicole belge? Donc on en a un peu parlé, qu'on restait un peu sur nos acquis et que maintenant ça a changé tout doucement. Comment est-ce que tu vois ce paysage brassicole? Ben voilà, je veux dire, comme le dit, voilà, et moi je suis quand même très fier d'être belge pour ça, parce que c'est vrai que quand on va à l'étranger et qu'on parle un peu de bière, ben on reste le pays de la bière, comme la France est le pays du vin, je veux dire, mais c'est très bien, mais je pense que, comme tu dis, voilà, des fois il faut pas trop rester sur nos acquis, ça change et c'est très bien. Pour moi, il y a d'autres pays encore un peu plus avancés, comme voilà, on en parlait tout à l'heure, avec l'atelier de brassage qui doit être mentionné, des choses comme ça. Je pense que, et ça commence à changer dans le bien, avec toutes les associations, les musées de la bière qui se créent, etc. C'était juste après, j'allais en parler. Désolé, j'ai crié une question. Non, mais... tant mieux. Et donc, voilà, je pense que justement, il y a un cadre, et ça, les brasseurs belges sont fort actifs à ce niveau-là. Le cadre commence à changer, et je pense que la législation commence tout doucement à changer, et que tout ça commence à s'améliorer dans le bon sens. Mais... Tu as eu l'occasion d'aller déjà visiter Pas encore, c'est un de mes futurs projets. Ouais, je serais curieux d'avoir ton retour.
Je sais pas si des auditeurs ont déjà été visiter donc le Belgian Beer World à Bruxelles, à l'ancienne bourse. L'ancienne bourse de Bruxelles, c'est ouais. ça. J'ai eu des avis partagés sur ce. Moi, j'avais lu que je te coupe, désolé, j'avais lu la critique de Beer.be justement qui justement parlait de ça. Et donc c'est intéressant et je pense que ça peut être sympa. Maintenant, ma peur, c'est que ça ne soit pas assez didactique et que ça soit trop compliqué pour les gens qui n'y connaissent pas. Donc moi, je vais y aller connaissant la bière, ça va m'intéresser. Ouais. Mais j'ai l'impression que pour les gens qui ne connaissent pas la bière, ça peut être un peu trop compliqué et que ça n'a pas été monté de manière assez didactique. Donc tu fais référence à cette rubrique-là, donc beer.be. T'as ressenti ça comme ça dans leur description? Parce que moi, j'avais vraiment l'impression que justement, c'était à nouveau, déjà sur nos acquis et sur les grandes références qu'on a ici en Belgique. Et c'est tout à fait normal. Ça paraît logique de le dire, mais que c'était fait pour le plus grand nombre et que peut-être qu'il n'allait pas assez dans le vif du sujet. Oui, c'est ça. C'est fait pour le plus grand nombre et c'est fait, à mon avis, surtout pour les touristes belges qui viennent. Oui. Maintenant, j'ai l'impression que, de un, ils ne sont pas assez poussés dans les nouveaux styles et dans ce qui se passe depuis 10 ans dans le paysage brassicole belge ou européen, ça oui. Mais je pense aussi qu'à mon avis, ils ont peut-être fait, quand je dis trop compliqué, c'est ça, ils ont fait trop l'historique. Ah oui, d'accord. Ils ont fait trop l'historique et ils ne sont pas justement, parce que voilà, une bière il y a 10 ans ou une bière maintenant, on n'est pas du tout dans le même style. Les goûts des consommateurs ont changé, voilà. Et donc, je pense que justement, ils sont allés trop de manière historique et ils sont contentés de la bière, Belgique, pays de la bière. C'est bien. On a amusé, c'est bien. Je pense qu'ils auraient peut-être pu mieux faire ça, en s'encadrant peut-être avec des plus jeunes brasseries ou des personnes un peu plus renseignées sur le milieu brassicole belge de maintenant. Mais j'ai pas été, c'est mon avis. Ouais, c'est ça. Oui, moi je parle en l'air aussi. C'est par rapport à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et ce qui en ressortait. Maintenant, aucun jugement. Alors déjà, première chose, ça a le mérite d'exister. Ça c'est le tout premier point. Et de nouveau, je juge peut-être sans savoir parce que je n'ai pas été me rendre là-bas pour juger de mes propres yeux. Tu parlais justement un petit peu de ça ici dans la question précédente. Pour toi, c'est quoi les grosses tendances qui vont arriver dans les prochains mois ou peut-être la prochaine année? Est-ce qu'il y a des choses que tu sors sortir ou est-ce qu'il y a comme on a pu voir des vagues avec les IPA, est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir pour toi prochainement? Je pense pas. Enfin, moi, je ne vois pas spécialement de grosses vagues arriver. Par contre, effectivement, maintenant, et c'est vrai qu'il y a même encore 5 ans d'ici en Belgique, une IPA était une IPA, c'était une bière amère. Et en fait, maintenant, quand on voit dans d'autres pays ou quand on se spécialise dans l'IPA, on voit qu'en fait, l'IPA n'est plus... Et même dans certains salons de bière, maintenant, l'IPA est devenu une catégorie, comme une blonde, comme une brune. On n'est plus sur un simple style de bière. Et quand on voit tout ce qu'il y a moyen de faire dans les bières houblonnées, pour ne plus appeler IPA, on peut vraiment aller dans tous les sens. Et on peut aller sur des bières qui ont de l'amertume, on peut aller sur les IPA qui sont plus aromatiques, on peut aller sur des black IPA, on peut... Non, voilà. Non. On va pas sur les black IPA. Moi, j'aime encore bien, mais c'est vrai que c'est très, 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 très spécifique. Et voilà, il faut aimer. C'est pas facile parce que c'est très complexe aussi. Voilà, toi, je sais que tu n'aimes pas spécialement. Hein, donc, je peux en boire. Et comme on a échangé par téléphone, je sais en boire. C'est pas le problème. Mais c'est déroutant. C'est trop pour moi. Enfin, ça va dans trop l'opposé. Torréfié et puis le côté houblon aromatique et tout ça, enfin c'est too much pour moi, mais c'est ça, c'est un peu perturbant, mais voilà, moi j'aime
j'apprécie, mais pas à n'importe quel moment et pas avec n'importe qui, parce que c'est trop spécifique. Alors vraiment, pour revenir à ta question, une nouvelle vague arrivée, je vois pas ça spécialement. Parce que quand tu vois tout ce qui existe déjà en bière, on est quand même... Mais par contre, à mon sens, je trouve qu'il y a des fois un petit peu trop de bière éphémère. Oui. Donc c'est un côté que j'aime bien justement, parce qu'on teste plein de choses et on va faire la même recette avec un autre houblon. Donc ça peut être très gai, mais à la fois, si on tombe sur un produit qu'on adore vraiment, on ne sait pas le retrouver. Oui. Parce qu'ils ont fait un lot comme ça, c'est bien. Et moi, si j'aime bien le houblon citra, la même avec du mosaïque, je vais peut-être pas aimer. Donc, ou en tout cas moins aimer. Donc ça des fois, c'est un peu à double tranchant. J'ai un peu une question par rapport à ça. C'était pas dans mon conducteur, mais tu as encore l'opportunité entre guillemets de revenir sur tes bases, sur tes les choses que tu aimes particulièrement, ou alors justement il y a tellement de trucs à goûter, je suppose que t'es amené quand même à goûter plein de nouvelles choses tout le temps. Est-ce que tu arrives quand même à pouvoir revenir sur tes basiques ou tes madeleines de Proust comme on dit souvent, ou tu saurais pas goûter tout quoi. Oui, comme tu dis, goûter tout, on n'y arrive pas pour l'instant. Je veux dire ça, l'instant, mais c'est un peu défaire à ce que j'ai. Je suis quand même très bière étrangère. Oui. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'achète quand même beaucoup en canette et à l'étranger. Oui. Parce que c'est mon data pour l'instant. De temps en temps, alors, je vais au Deleuze me racheter une bouteille. Ah oui, ça c'est bon, ça fait longtemps. Je prends une bouteille de Safeuillet à quadruple, une Chimay bleue, une Rochefort, des choses comme ça que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que de manière générale, pour l'instant, je bois plus de l'étranger et de l'éphémère, qui, comme je dis, est très bien, j'adore, mais je vais prendre une que j'adore. Je n'en ai acheté qu'une et elle n'existe plus, donc je ne sais pas en recommander, je sais pas les en racheter. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. Oui. Le monde de la zytologie wallon est assez petit, bien qu'il se développe constamment. Est-ce que tu es en contact avec d'autres et est-ce que vous avez souvent l'opportunité d'échanger sur des sujets, enfin justement sur l'avenir du paysage brassicole belge par exemple? Est-ce que ça t'arrive de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que toi? Malheureusement, pas beaucoup, parce que avec mon activité professionnelle de tous les jours, je n'ai pas énormément de temps. Oui. Et donc, je discute plus avec des brasseurs quand je vais à un salon de la bière, et ça, je discute avec le brasseur. Mais vraiment, discuter avec des zytologues comme toi, comme moi, c'est rare. C'est rare parce que je n'ai plus spécialement l'occasion. C'est vrai que quand on suivait la formation ou l'année après, des fois, on se retrouvait en zytologue pour aller faire un salon. Mais voilà, les chemins, c'est un peu plus perdu et les chemins sont séparés, on fait plus tous la même chose, il y en a qui se sont spécialisés plus que moi encore, ou d'autres moins, etc. Mais vraiment rediscuter avec des zytologues, c'est plus rare. D'accord. Et tu parlais justement des brasseries, est-ce que tu voyages beaucoup pour la bière? Tu fais des visites de brasseries, des festivals ou autres, peut-être des voyages à l'étranger, alors qui ne sont peut-être pas spécifiques pour la bière, mais tu en profites peut-être parfois pour aller visiter une brasserie quand tu es là-bas? Maintenant, oui, je vais pas spécialement partir pour la bière, mais c'est sûr que quand je vais à l'étranger, s'il y a une brasserie réputée là-bas, je vais y aller. Je vais prendre l'exemple, on en a parlé juste avant le podcast enregistré. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années maintenant, d'aller aux États-Unis. Oui. Je suis passé près de Boston. J'ai regardé sur la carte, j'ai vu que l'abbaye Saint-Joseph de Spencer, donc la trappiste qui n'existe plus maintenant, était là tout près. Oui. J'ai fait le détour pour y aller. Donc ça, voilà, ça je vais faire. Je vais aller. Quand je suis passé au Canada aussi, j'ai chaque fois dans chaque restaurant, chaque pub où on allait, chaque café, je prenais la bière de la région. Je prenais une microbrasserie, bonne, pas bonne, mais je goûte. Je m'intéresse en tout cas. Visiter des brasseries, je le fais, plus en Belgique qu'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Maintenant, je vais ici à côté un peu blasé. Quand on a vu 10 brasseries, on en a vu 100. Brasserie reste une brasserie. Alors oui, on voit les installations. Ouais, c'est ça. On voit la personne qui fait des visites qui va nous amener d'une manière différente. Mais
les cuves d'une brasserie, ça reste les cuves d'une brasserie. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours le brasseur qui fait visiter sa brasserie, et du ça, coup, c'est malheureux. oui, et ça, c'est ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir échanger avec celui qui brasse. Comme tu le dis, le matériel, à un moment donné, enfin, il y a différentes installations, mais tu sais plus ou moins le process, donc voilà, c'est pas. Voilà, j'ai eu la chance quand on faisait les podcasts d'aller chez Collier à la nuit des ambassadeurs, oui. Chez Pédieu, Bon Secours, et là effectivement, alors là, c'est un peu le côté chouette d'arriver pour un grand média belge. On arrive pour RTL Belgium. Oui. Évidemment, on a été fort bien reçu par le patron directement. Oui. Puis quand on a été discuter avec lui, on lui a juste demandé un endroit calme. Il nous a amenés dans la salle des fermenteurs et on était en train de l'interviewer dans la salle des fermenteurs. Voilà, là, ça a un côté vraiment magique parce qu'on était vraiment avec le petit-fils Collier. C'est ça, ouais. Pour parler de sa brasserie et de ce que ses grands-parents avaient construit. Donc on est quand même sur quelque chose de très différent que quand on va suivre une bête visite commerciale, même si c'est très bien qu'on en apprend. Mais moi, comme toi, je pense si on va maintenant dans une brasserie commerciale le visiter, on va plus apprendre grand-chose. Il y a toujours des plic-plocs, des trucs à apprendre, et c'est toujours chouette, mais vraiment moi, alors là, ça n'engage que moi, c'est vraiment, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que je fais dans le podcast, c'est vraiment pouvoir échanger avec la personne. Alors le lieu est chouette à voir, l'installation est chouette à voir. Après, s'il n'y a pas d'interaction derrière, peut-être pour savoir pourquoi ils ont choisi tel ou tel matériel pour brasser et pourquoi ils l'ont fait. Voilà, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est vrai que quand on arrive, alors c'est même pas spécialement dans les grosses brasseries, parce que je sais que dans les plus petites brasseries, parfois le brasseur n'a pas le temps, puisque déjà il brasse, il commercialise, donc c'est pas facile. Mais... Donc c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que s'il n'y a pas l'échange avec quelqu'un qui est dans le process, je trouve que c'est un peu moins intéressant pour moi. Voilà, maintenant c'est vrai que comme tu dis, on n'a pas toujours le temps, mais ça justement, je pense que ça serait quelque chose de bien que les brasseurs, même les plus petites grosses brasseries, forment leur personnel. Je prends l'exemple que tu connais aussi de Frédéric Bott, qui est commercial chez Lindemans. Oui. Quand j'ai été autour de Gueuse il y a 2 ans, donc ici en 2022, excuse-moi, donc oui, pas cette année, l'année passée, en 2022, en fait, elle m'a montré le foudre qu'elle avait brassé avec son collègue. Et donc, en fait, ils ont été 1 jour ou 2 en stage de brassage, et donc ils ont brassé un lambic, qui n'est sans doute pas encore en cuve, voilà. Et donc, ils ont brassé le lambic, et donc comme ça, ils ont mis un peu la main à la pinte, et quand ils vont chez leurs clients, ils savent aussi de quoi ils parlent. Ils savent comment c'est brassé. Et ça, je pense que avoir une société où tout le monde est formé dans tous les échelons, ça serait intéressant. Oui. C'est pas toujours le cas, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Donc. Mais voilà. Quelle importance donnes-tu aux réseaux sociaux concernant la bière et tes différentes activités? Est-ce que c'est intéressant pour toi de te tenir au courant via ces canaux-là, ou tu passes un peu au-dessus? Je me tiens au courant, évidemment. Maintenant, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Oui, ils sont là, il faut les utiliser. Il faut de temps en temps payer une pub sponsorisée sur Facebook quand on a sa brasserie ou quand on a son centre de formation, des choses comme ça. Mais il ne faut pas faire que ça non plus. Et il ne faut pas remplacer les réseaux sociaux par la vraie communication, comme j'appelle ça. Ouais. Maintenant, il faut se mettre au courant et il faut un peu voir tout. Oui, c'est l'inverse, je suppose que tu voulais dire. Il faut pas remplacer la vraie communication par les réseaux sociaux. C'est ça, pardon. Ouais. Oui, tout à fait. Je me suis trompé. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, les réseaux sociaux, ils sont là, il faut les utiliser. Oui, c'est ça. Il faut se mettre au courant, il faut voir ce qui se dit, il faut voir les commentaires, surtout dans l'article. Parce que l'article est bien, mais voir ce que les gens pensent vraiment en dessous en commentaire, ça peut être intéressant. Même si souvent les gens sont méchants bêtement. Et voilà, mais ça, c'est encore un autre débat. Ça dépend où, mais c'est vrai que... Mais voilà, pour un peu voir ce que les gens pensent, donc c'est bien, mais il ne faut pas remplacer ça par une communication. Et pour moi, la vraie communication restera toujours un bon vieux coup de téléphone. Ou une rencontre. Ou une rencontre, voilà, c'est ça, bon, voilà. Une rencontre, et alors on peut discuter et on peut refaire le monde, comme on dit à Liège. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir, enfin mois ou années à venir? Dans le milieu brassicole,
pas grand chose, je vais dire comme ça, pas plutôt de continuer comme je suis maintenant, de donner mes formations, de faire toujours des belles découvertes. Et puis dans les 10 ans à venir, peut-être de recréer mon projet, ça oui. Oui. Maintenant, peut-être pas tout à fait, mais on verra si j'ai des bonnes opportunités, pourquoi pas. Mais Où le vent nous porte. où le vent nous porte, voilà, on se laisse un peu aller. C'est ça, on va pas s'accabler avec ça. Écoute, c'est plus ou moins terminé, mais j'ai fait une nouvelle petite rubrique pour la saison 3 du podcast. J'ai appelé ça la question à l'aveugle. Alors, c'est l'invité ici, donc tu es le premier, tu ne subiras pas la question, mais c'est toi qui vas poser une question à l'invité suivant. Alors tu peux poser n'importe quoi. L'invité suivant ne répondra peut-être pas parce que selon ce que tu vas demander, mais voilà, tu poses une question aléatoire. Alors je te dis, t'as déjà un indice parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre viendra s'intercaler entre les deux, mais normalement tu dois connaître plus ou moins l'invité suivant. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux poser en particulier à l'invité suivant ou si tu poses une question comme ça en l'air, je vais dire. Bah écoute, même si, comme tu dis, je sais plus ou moins, à mon avis, qui sera l'invité suivant, mais je vais poser une question très générale. Donc, je vais simplement lui demander comment la passion de la bière et comment ce qu'il fait dans la bière maintenant, pour ne pas, voilà, en fonction de qui c'est, comment est-ce qu'il fait dans la bière maintenant lui est venu et comment il a eu l'envie de se spécialiser là-dedans. D'accord, ok. Eh ben je garde ça, donc je vais la noter et je la reposerai à l'invité suivant. Alors si c'est pas celui dont on a parlé tantôt, ben on peut le citer. De toute façon, si c'est pas Kevin, je sais à qui ça va ça va être destiné. Et de toute façon, c'est une personne qui est spécialisée dans la bière aussi, donc la question aura tout son sens aussi. Une belle question. Ben voilà, alors parfait, je suis content. Exactement. Donc comme je l'ai dit, on arrive à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose. Je sais pas si tu veux parler de sujets autres. Pas spécialement. Je voulais surtout te remercier pour l'invitation. En plus, c'est quand même, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est assez gai de partager avec quelqu'un qui a le même niveau que moi, je vais dire comme ça aussi en bière et qui a les mêmes connaissances et qui aime découvrir aussi les choses. Et donc c'est super intéressant de pouvoir parler pendant même plus d'une heure et de parler pendant une matinée, une journée de la bière en général et de notre passion commune. Ben c'est ça, mais même au-delà de l'aspect niveau, c'est vrai que d'échanger avec des passionnés, c'est toujours agréable. Écoute, on y est. Je ne sais pas si tu veux, s'il y a des, justement on vient d'en parler, mais s'il y a des réseaux sociaux que tu voudrais mettre en avant ou pas spécialement. Sinon, on en parlera plus tard, mais je pourrais les mettre en description si tu veux que ça soit mis. Par contre, n'hésitez pas à aller vous abonner à ceux de la bière patrie. On est aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Il y a le mail aussi, mais c'est toujours plus gai par les réseaux sociaux. Je suggère qu'on se dise au revoir ici. On peut se dire au revoir, c'est parfait. On va encore boire une petite après ou pas, on verra bien. Peut-être bien. Allez, ça on le gardera pour nous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé, au revoir. Santé, merci, au revoir.